Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir dans l'invité du direct aujourd'hui Zafira Wartsi Baba, responsable, fondatrice d'Artissimo il y a déjà 18 ans, Zafira. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'être venu en voisine, on est tous les deux à Alger Centre. Oui. Voilà, ça c'est une des particularités de ce type d'entreprise. Je crois que ça a une connotation spéciale quand on est basé à Alger Centre, oui. dans le centre haussmannien d'Alger. Absolument. Alors, on voulait traiter dans une des toutes dernières émissions de l'année d'un sujet qui est lié un petit peu à l'ère de l'été, c'est l'entrepreneuriat culturel, c'est l'industrie de l'art et de la culture. Artissimo en est un des acteurs importants à Alger, c'est une évidence. C'est quand même une belle aventure qui dure depuis 18 ans. Exactement. Comment elle fonctionne? Comment a-t-elle fonctionné jusqu'à aujourd'hui? On a envie de comprendre à Radio M un petit peu ce modèle qui est un peu une niche, un angle mort. On ne sait pas comment on peut vivre d'une activité qui, dans l'essentiel, est liée à la création culturelle, à la création artistique, aux formations qui sont en général aussi tournées vers l'art. Comment peut-on en vivre? Alors, en fait, dès le début, lorsque Artissimo a été créé, ça a été créé en tant qu'école d'art. Donc, au départ, on n'était pas dans une démarche d'entreprise de diffusion culturelle, mais plutôt d'entreprise de formation et d'éducation artistique. Donc, ça a fonctionné essentiellement comme ça. Donc, des cours artistiques pour des adultes, pour des enfants, dans différents domaines, la musique, les arts plastiques, la danse, le théâtre. Au fur et à mesure, donc la même chose pour les adultes, s'est greffé à cela de la formation professionnelle pour les jeunes, donc avec un agrément donc de l'enseignement professionnel, donc sur des formations liées à la créativité, notamment dans le graphisme, de la décoration d'intérieur, la photographie, la poterie céramique à un certain moment, même le stylisme ces derniers mois. Et donc ça a été notre cœur de métier. C'est comme ça qu'on a fonctionné et qu'on a pu vivre en tant qu'entreprise. Bien entendu, après quelques années, nous nous sommes attaqués un peu au marché du corporate, donc de la formation continue, toujours dans notre domaine de compétences, alors bien entendu avec certaines spécificités liées au monde de la communication visuelle essentiellement, le marketing, le digital par la suite, l'architecture d'intérieur avec certains logiciels spécialisés, etc. Donc c'est la partie de la formation. Mais tout au long de la vie d'Artissimo, nous avons commencé, alors au début de manière sporadique, un peu spontanée, pas vraiment au gré des passions et des rencontres, à organiser des événements, donc des expositions, des conférences, des manifestations, des spectacles, déjà de nos élèves, de la diffusion culturelle, donc des jeunes qui venaient, qui nous sollicitaient pour l'espace, qui ensuite avaient besoin qu'on communique sur leur projet, des associations, etc. Et c'est comme ça que les choses se sont développées. Alors, on va reprendre le fil par le début. Ouais. La consommation de formation artistique dans le public, ce qui a été l'école d'art. Oui. L'école de l'art. Vous avez fonctionné pendant très longtemps avec cela. On va dire que c'est le métier historique d'Artissimo. Et c'est un métier donc, tourné vers le grand public qui s'est arrêté en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, en 2018, c'est peut-être notre crise d'adolescence. Nous avons atteint notre majorité, donc on a décidé, à 18 ans, de changer, on va dire, pas d'orientation, parce qu'on reste quand même dans l'éducation, mais en tout cas, travailler avec le grand public, c'est quelque chose que nous avons, qu'on a arrêté, mis à part pour un domaine qui est le secteur de la musique. Mais, alors, pourquoi on a arrêté? Alors, pour deux raisons essentielles. La première, c'est la problématique de la formation des formateurs. La deuxième raison, alors celle-là, elle est plutôt liée à notre environnement, qui fait qu'aujourd'hui, la pratique artistique reste quand même vraiment une option. On va dire la dernière option que l'on va choisir que ce soit un adulte ou pour un enfant.
Et donc tout ça a fait que nous avions besoin aussi de changement, de passer à autre chose, ça c'est clair, mais disons que la complexité de la gestion, on va dire, de ce duo formateur et environnement lié à la promotion artistique était un peu devenait complexe. J'entends bien ce que vous dites, Zafira Warsi, Baba. On va dire la difficulté pour maintenir, pour continuer à développer cette activité donc de l'école d'art tournée vers le grand public, ça a été une double difficulté du côté de l'offre, trouver des formateurs de qualité pour dispenser des formations. Donc il y a apparemment eu un goulot d'étranglement, vous en dites un mot tout de suite. Et puis du côté de la demande, on a le sentiment quand même que le marché ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si c'est les classes moyennes ou les élites, mais la consommation de ces services, de ces formations, la vocation à diffuser, à apprendre les métiers de l'art, voilà, ne vous a pas permis de continuer à développer ce marché. Oui, alors c'est le cas. Dit froidement comme ça, c'est effectivement le cas. Oui, après, il y a c'est une émission d'économie, je suis désolé d'avoir été aussi abrupt. J'avoue que je n'ai pas... Voilà, je le présente pas comme ça en général. Non, ça, c'est ma déformation. Je l'assume. Je vais essayer de vous On peut supprimer le mot marché. Hein, je crois que c'est le mot qui ne va pas le... Cela dit, effectivement, il faut à un moment donné, il y a une réalité économique. En tout cas, quand on veut s'intégrer dans cette réalité économique, parce qu'on aurait pu fonctionner un peu comme une association en se faisant plaisir, en continuant malgré tout à faire les activités qui étaient d'ailleurs quand même florissantes. Ça n'a pas été un échec, sauf qu'à un certain moment, il fallait prendre des décisions. Et donc, c'était soit continuer comme on le faisait, de manière bon enfant, en essayant quand même de faire avancer les choses, de ne pas proposer toujours les mêmes activités, soit se poser un moment et peut-être choisir, faire d'autres choix. Pour le plaisir, on peut rappeler les activités de l'école ? Alors, pour le plaisir, donc c'était pour les enfants et les adultes, donc comme je vous l'ai dit, c'était des cours de musique, donc piano, guitare, violon, chant, l'oud aussi, danse classique et moderne, danse latino, même des danses, ce qu'on appelait le Maghreb oriental aussi. Il y avait du théâtre et l'atelier d'art plastique qui était assez important. Ça, c'est pour le grand public, pour ce qu'on appelait les cours libres d'éducation artistique. Pour la partie de la formation grand public, c'était des formations en graphisme, en photographie, en décoration d'intérieur, voilà, essentiellement, c'était ces trois. Et bien entendu, en stylisme, les derniers temps. Donc la page n'a pas été, d'une certaine façon, complètement tournée, puisque vous avez repositionné un petit peu votre offre plus vers l'institutionnel. C'est ça. Mais en gardant la même ADN, ou le même ADN. Ça, c'est clair. C'est clair que l'ADN reste le même, sinon ça n'aurait plus de sens de continuer à exister en tant qu'Artissimo. Par contre, pour revenir à votre question, disons que c'est une accumulation, on va dire, de raisons qui fait qu'on prend certaines décisions, mais on va dire que le domaine de la formation de formateurs reste véritablement celui qui a été le plus compliqué à gérer pendant toutes ces années. Et voilà. Je vais reformuler la question. Des formations des formateurs, ça veut dire qu'il est difficile quand on a envie d'enseigner de la danse classique, d'enseigner de la musique, d'enseigner du théâtre, de l'expression corporelle, etc., de trouver des bons profs. Très difficile. Très difficile. Alors, il y en a qui sont très bien et c'est ce qui nous a permis quand même d'exister. Mais à un moment donné, on ne peut pas... Une entreprise, elle est censée... elle se doit de grandir. Donc, l'idée même, nous, on a eu des centaines de propositions de personnes qui nous disaient « Mais pourquoi vous n'ouvrez pas à Annaba, Oran, dans d'autres villes, à Tizi Ouzou notamment, etc. » Sauf que... il y a des très bonnes compétences et moi je voudrais surtout pas amoindrir quand même les qualités de professeurs qui sont très bons, de très bon niveau. Sauf que comme derrière ça il n'y a pas véritablement de programme de formation
pour l'éducation, vous pouvez trouver de bons artistes, vous pouvez trouver de bons danseurs, de bons musiciens, de bons plasticiens, mais ils ne sont pas tous dotés de cette compétence de l'éducation, de la transmission. Et c'est là que c'est un peu difficile. Donc après, nous, je sais que pendant un certain nombre d'années, très souvent, je travaillais avec des enseignants, des artistes qui n'avaient jamais enseigné, mais qui avaient envie de le faire. Et donc, nous, on essayait de les accompagner. Ils ont appris parfois certains sur le tas, avec des bonnes et des mauvaises expériences, mais qui en général fonctionnaient. Mais par contre, ça reste quand même... on n'est pas dans du vrai professionnel, quoi. Donc, se dire, je vais recruter des profs, ils vont sortir de telle école parce qu'ils ont été formés soit à l'école de théâtre, soit à l'école de danse, soit à l'école d'art plastique, etc. En fait, non. Aujourd'hui, il y en a très peu, on va dire, pour ne pas... Alors, et c'est là que c'est ça a été le facteur décisif, on va dire. On va dire que ça a été l'un des facteurs décisifs. Alors, l'autre facteur qu'on a évoqué, sur lequel j'ai quand même envie de m'arrêter quelques secondes... Sûr. Est-ce que les Algériens sont quand même un peu pinques quand il s'agit de la formation artistique de leurs enfants ? Alors, en fait, ça dépend des phases. Si je prends, comme nous, on a eu la chance de travailler avec les enfants donc, et aussi les adultes, très souvent, il va y avoir cette émulation où quand les enfants ont 3-4 ans, où là, on veut tous, on rêve que son enfant devienne un Mozart, un Picasso ou autre. Donc là, effectivement, pour la petite enfance, il y a beaucoup de demandes. Mais le problème, c'est que lorsque on arrive à l'âge, on va dire, de raison, donc 7 ans au moins, où là, on est censé entamer donc un parcours académique, ça nécessite une rigueur, ça nécessite une présence, ça nécessite du travail à la maison, qu'on le veuille ou pas, même si c'est une passion. Et on ne revise pas ces barres de la danse classique à la maison quand même. Oui, mais on vient au moins 3 fois par semaine. Oui. Vous voyez, au cours. Or, nous, par exemple, ne serait-ce que les 3 fois par semaine, on n'a jamais pu les imposer. On a réussi, tant bien que mal, à imposer les 2 fois par semaine, mais ça a été difficile. Mais je n'en veux pas aux parents, parce que, entre ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas comment se libérer pour accompagner les enfants, le stationnement, la circulation, l'aspect aussi financier, qu'on le veuille ou pas, d'autant plus que nous, notre public, ça a été vraiment, on va dire, le public de classe de cadres, cadre supérieur, et pas forcément des personnes qui étaient très aisées. Et donc, du coup, on commence à sacrifier. Et plus ça va, et moins c'est important. C'est-à-dire que plus l'enfant grandit, à 12-13 ans, c'était vraiment le maximum, parce qu'après, on va considérer que le sport est plus important, et surtout l'éducation, l'enseignement général. Donc, ça commence les cours particuliers, les maths, la physique, le machin, il n'y a plus de place pour l'art. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que, véritablement, on n'a pas intégré ça encore comme faisant partie de l'éducation d'un enfant. Et quand il est adulte, c'est encore pire. Là, les adultes... ont cette volonté. Beaucoup viennent chez nous en disant « mais j'ai toujours rêvé de faire de la musique, j'ai toujours rêvé, etc. » Mais c'est la vie qui fait qu'ils ne viennent jamais. Même le cours qu'ils ne viennent jamais, j'exagère. Pas de manière régulière. C'est-à-dire que, j'exagère, je suis un peu négative là-dessus. Ça s'est fait, je vous ai dit, on a fonctionné comme ça pendant 18 ans. Sauf que c'est toujours... c'est l'irrégularité qui fait que même parfois les professeurs se lassaient. Oui. Vous avez un groupe de 10 ou 12 et puis il y en a 3 qui ne peuvent pas. Là, il a une conférence, l'autre il doit partir, l'autre il n'a pas pu venir. Et donc on n'arrivait pas à atteindre les objectifs qu'on se fixait en termes de résultats. Oui. Alors en 18 ans, est-ce qu'il y a des pépites qui ont fait une carrière dans l'art ? Oui, on en a eu quelques-uns. Alors, on a eu déjà certains enfants qui ont décidé, on en a eu pas mal, ça peut-être au moins une bonne dizaine, qui ont décidé finalement de choisir un parcours de formation supérieure dans le domaine des arts. Donc, certains ont décidé de faire des formations, des études de musique. Beaucoup ont fait ensuite les beaux-arts, on l'a su après. Essentiellement, ça a été essentiellement dans ce domaine, pas dans le domaine de la danse. Certains ont créé un peu leur petite compagnie de théâtre, etc. Mais bon, ça n'a pas beaucoup duré. Et parmi les pépites que je peux citer, je pense pas qu'ils m'en veuillent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a le groupe Baby Blues, dont le fondateur avait fait Artissimo quand il était très jeune. Et puis voilà, il a décidé d'en faire un métier. Et il a un groupe qui fonctionne très bien. J'en suis très, très fière. C'est une fierté, voilà. J'allais dire qu'effectivement, ça ne peut pas ne pas être une fierté. Alors,
L'autre volet, tout à l'heure dans l'évocation, c'était ce qui arrivait en deuxième, c'est un peu une spécialisation maintenant dans la formation. Et la formation tournée corporate avec des métiers. Est-ce qu'on peut dire que quand on va chez Artissimo, on a une chance de rencontrer les métiers de demain, les métiers qui vont marcher sur le marché du travail demain? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Quand des parents payent une formation à un jeune, en échec scolaire ou pas, hein, qui a envie de compléter des compétences, on se pose toujours la question à quoi ça va servir. Vous faites des formations diplômantes. Alors, Là, vous êtes toujours sur le volet du grand public, donc c'est ce qu'on a fait pendant la même chose 16 ans. Pas nécessairement, plus exactement. on passe aussi dans le corporate. Oui. Alors, en général, quand les parents inscrivent leurs enfants, c'est pas du corporate, c'est du grand public. Oui, et là-dessus, sûr. quand même, je voudrais revenir 5 minutes. Lorsque nous, on a eu donc, on a fait ces formations. Donc, pendant quelques années, on les a faites diplômantes. Donc, c'est des techniciens supérieurs, notamment en graphisme, en communication graphique et en architecture d'intérieur. Ça nous a véritablement permis, ça a permis à beaucoup de jeunes de s'insérer professionnellement. C'est-à-dire qu'ils avaient des formations qui leur permettaient de travailler. Et bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais la plupart, en tout cas, de ceux qui étaient passionnés par ce métier ont trouvé du travail, ont souvent créé leur entreprise, et en tout cas, on est resté en contact avec certains, un certain nombre de nos anciens élèves, et ils ont dans l'ensemble assez bien réussi. Donc, il y a eu les formations diplômantes, et il y a eu ce qu'on appelait aussi les formations qualifiantes, qui sont un peu plus courtes, donc qui avaient une durée de 3 à 6 mois, mais à temps complet. Bon, tout dépendait des formules. Et là aussi, c'était intéressant parce que ça permettait à des gens qui étaient déjà formés ailleurs, qui avaient déjà un métier, mais qui avaient envie de se réorienter professionnellement. Donc ça pouvait être des jeunes, mais ça pouvait être aussi vraiment des adultes confirmés, mais qui en avaient marre. On a eu des dentistes, on a eu des pharmaciens, on a eu des prothésistes, on qui a voulaient eu changer de vie. des personnes qui étaient dans des métiers liés à l'esthétique ou la coiffure, etc., et qui avaient envie de changer de métier, et on leur a proposé ces formations donc de durée assez courte qui leur donnaient l'essentiel pour leur permettre de mettre les pieds à l'étrier et soit de se lancer, soit de travailler dans les entreprises. Et ça a été génial. On l'a fait pendant toutes ces années. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, en tout cas, la page du grand public s'est tournée. Peut-être qu'elle s'ouvrira plus tard, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on travaille avec les entreprises. On l'a toujours fait. Disons qu'on le fait depuis une dizaine d'années, mais ça se faisait plus de manière sporadique. Donc, maintenant, on va dire que ça devient notre cœur de métier, en tout cas dans le domaine de la formation, parce qu'on ne fait pas que ça. Et là, on travaille plutôt avec les entreprises qui ont un département de communication, notamment, voilà, et qui vont former leurs cadres dans le cadre de la formation continue. C'est une obligation quasiment de former ces employés. Donc ça va être dans différents métiers, donc que je vous ai cités, communication, marketing, graphisme, donc beaucoup de logiciels donc liés, nouvelles technologies, digitales, 3D, voilà. L'offre, elle tourne autour de ça. Après, il va y avoir des logiciels donc Microsoft, un peu d'administration, etc. Mais on tourne plutôt, on vise essentiellement les départements de communication. De communication, mais quelles sont les entreprises qui sont en général intéressées par les services de Artissimo? Alors, plutôt les entreprises publiques. Parce que souvent, enfin en tout cas de mon expérience, souvent nous avons des clients privés, mais souvent les clients privés, la partie on va dire de ce qui représente notre métier, on va dire de prédilection, souvent ils le délèguent à des agences de communication. Et donc, du coup, ils ne voient pas la nécessité de former leur personnel. Mais ça n'interdit pas de former en interne à la communication et Alors, certains le font, mais les entreprises privées, en tout cas, le font assez peu. On a travaillé avec certaines entreprises privées, mais sinon, ça va être plutôt soit des multinationales, essentiellement, ou bien des entreprises publiques. Alors, dans le cas des entreprises publiques, moi, je trouve ça un peu surprenant que ce soit surtout des entreprises publiques qui soient, oui. dans votre réseau client. Oui. C'est quand même, désolé pour l'expression réseau client, parce qu'il peut être aussi un peu, plus propre à une émission d'économie.
Parce qu'elles sont pas très communicantes. Nous on est un peu sur les mêmes métiers. Les entreprises publiques ne sont pas très communicantes. C'est pas. On va prendre les banques publiques. La dernière interview d'un responsable d'une banque publique sur un plateau de radio ou de télé, c'est rarissime. Je parle pas des grands groupes publics. C'est Considère. Qui connaît le patron de Considère? Pourtant c'est un chiffre d'affaires monstrueux. Alors, effectivement. Et ça c'est une bonne question. Souvent la demande elle se fait sur la communication visuelle. Et sur la communication, on va dire orale notamment, et donc qui devrait qui devrait concerner les managers, le top management, etc. Les entreprises publiques ont un peu de mal encore avec ça. Ça fait pas trop partie de la culture. Peut-être que ça va changer, mais aujourd'hui, c'est surtout les départements communication visuelle, c'est-à-dire quand il s'agit de former sur quand ils font de la création de catalogues, de livres, d'éditions, ou bien s'ils ont un département audiovisuel, etc. Donc les caméramans, la 3D, les logiciels de 3D, etc. Ça, ils le font. Mais quand ça concerne les cadres qui doivent s'exprimer, la prise de parole en public, etc., dans les entreprises publiques, Mazel encore. Très bien. Alors, pour évoquer à nouveau des métiers et des formations liées à la création artistique, la façon dont évolue un petit peu le paysage artistique en Algérie, on a évoqué tout à l'heure quelques pistes. L'audiovisuel, il y a une vraie demande. Les musées, l'organisation d'événements, le théâtre, les métiers qui tournent autour du théâtre. Est-ce que tout cela, Artissimo a la possibilité de le développer comme une offre de... Alors nous, effectivement, on a la possibilité de le faire, c'est sûr, parce que avec l'expérience que nous avons cumulée, on sait ce qui manque dans le maillon de la chaîne. Par contre, ce qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire de formation si derrière il n'y a pas de marché. Une personne ne va pas payer une formation ou ne va pas s'investir dans une formation si elle ne va pas la rentabiliser à la fin. Décorateur de plateau de théâtre, de scène, c'est pas quelque chose qui va... Ça serait véritablement des métiers dont ont besoin tous les théâtres d'Algérie, mais la demande ne se fait pas. Alors la demande ne se fait pas, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui... Je pense que si vous avez pris l'exemple des théâtres, il n'y a pas encore cette prise de conscience de rentabiliser les théâtres. Alors, pour mille et une raisons, encore une fois. Mais aujourd'hui, ça reste quand même des cadres fonctionnaires qui n'ont pas cette logique, on va dire, de rentabilité, et puis aussi de liberté d'initiative. Souvent, pour lancer et faire un spectacle, il leur faut plusieurs autorisations, etc. Et donc, tout ça bloque quand même. Ce qui fait qu'après, pour former leur personnel, que ce soit donc les cadres donc comment on appelle ça, les opérateurs son, lumière, les managers de salles de spectacles, etc. Tous ces métiers-là n'existent pas et pourtant il y a un besoin de développement de compétences qui est très important. Autre chose, vous avez parlé des salles de spectacle, aujourd'hui elles sont toutes publiques. Oui. Il n'y a pas de salles de spectacle privées. Ce qui peut créer le marché, c'est que justement il y ait cette émulation et qu'il y ait un peu une concurrence qui va faire que les choses elles vont se développer et puis se structurer par elles-mêmes. Mais alors les salles, effectivement, on peut penser que les musées aussi. Les salles, les musées, les acteurs de l'industrie culturelle. Est-ce que vous ne trouvez pas Zafir Walsi Baba, qu'il y a peut-être un manque d'initiative, le nombre de compagnies privées qui soient nées dans l'art, dans la création artistique, tout ça en Algérie ces dernières années, c'est pas assez. Oui. Alors, vous savez... Tout le monde ne se jette pas à l'eau, on sent bien qu'il y a... Aujourd'hui, moi, ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de création, d'art, ça fait toujours sourire. C'est mignon, c'est joli, ça anime très bien les discussions de salon. Sauf que ce que l'on oublie, c'est qu'un artiste, il faut qu'il mange, il faut qu'il vive, et pour qu'il puisse être créatif, il faut qu'à un moment donné, il puisse vendre son spectacle. Quand on monte, on descend, on fait comme on veut, c'est comme ça que ça se passe. C'est une logique, sauf s'il y a
des mécènes. Et là aussi, c'est une autre problématique. Peut-être qu'on va y arriver après. Et donc, ne serait-ce que une compagnie de théâtre ou une compagnie de danse qui va être créée, il faut qu'elle fasse des spectacles. D'abord, il faut qu'elle se crée. Pour qu'elle se crée, il y a encore ces histoires de statut juridique. Est-ce qu'ils vont se mettre en association? Et là, ils vont mettre 10 ans à créer leur association pour avoir l'agrément. Est-ce que ça va être une coopérative? Tout le monde ne reconnaît pas la coopérative, donc c'est compliqué. Est-ce que c'est une entreprise? Il n'y a pas forcément d'aide, parce qu'en fait, si vous êtes une entreprise, que vous soyez vous êtes une entreprise culturelle, que vous soyez une multinationale qui génère des millions de dinars de chiffre d'affaires, ou une petite entreprise compagnie de danse, c'est la même chose vis-à-vis des impôts. Vis-à-vis des impôts et vis-à-vis de toutes les obligations. Il n'y a aucune incitation pour l'industrie de la culture. La banque, etc., pour avoir des crédits, etc., c'est très... Si on sourit dans les familles quand on parle de création artistique... Vous imaginez la tête de mon banquier, par exemple. Voilà. Donc, et donc, tout ça fait que l'initiative même si la créativité existe, mais pour que cette créativité elle puisse avoir un essor, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Vous avez ajouté les dédales bureaucratiques pour créer une association. Là aussi, en Algérie, c'est compliqué. C'est-à-dire que les restrictions sur les associations ont dû refermer le champ culturel. Une chose toute bête. Compagnie de danse. Je reprends encore le même exemple que vous avez cité. 3 danseurs qui ont envie de s'organiser en association pour faire des spectacles et essayer de demander, parce que s'ils sont en association, ils vont demander des subventions, etc. Il faut être 15 pour créer une association. Déjà, d'où vous allez ramener les 15 ? Ce n'est pas donné à tout le monde, sauf si on est sur un projet associatif qui a d'autres buts, etc. Mais dans d'autres pays, souvent, souvent ils commencent par des associations, et puis après, si vraiment la compagnie se développe, là, elle peut choisir un autre modèle d'organisation juridique, quoi. Les coopératives, il y a eu cette on va dire, cette brèche, on va dire, des coopératives, mais après, on a demandé des agréments, etc. Que les choses soient réglementées, c'est normal, c'est important. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas une bonne communication entre les différents départements, que ce soit des institutions, etc. Et donc, tout ça, ça ralentit la prise d'initiative. Et donc, ensuite, le jeune qui a envie de créer sa compagnie, très souvent, il va abandonner, parce que là, on est à la création. Mais ensuite, qu'est-ce qui va lui assurer sa diffusion ? Aller dans des salles de spectacle, etc., vendre, alors vendre, etc. Vous m'offrez, Zafira, une transition toute faite vers le dernier volet, le dernier étage de la fusée Artissimo, la diffusion, l'événementiel. On peut penser que, en toute légitimité, Artissimo devrait aussi être un acteur de l'industrie des événements. Alors, en toute légitimité, oui. Mais bon, nous faisons quand même pas mal de choses. Alors nous, on a, au niveau d'Artissimo, donc en dehors de cette partie, effectivement, de la formation, il y a la diffusion, donc, qui s'est faite, en tout cas des initiatives de diffusion. Il faut rester modeste, des expositions, des conférences. Alors, notamment, sur les conférences, on travaille depuis 2 ans sur ce qu'on appelle les pupitres d'Artissimo, dont vous avez peut-être entendu parler. Et là, c'est une série de conférences. Alors nous, on essaye toujours de garder le cap sur ce que l'on fait, de garder du sens. Donc même si on est effectivement dans une démarche de développement économique, mais on travaille beaucoup sur notre culture, sur la valorisation de notre culture, de notre patrimoine. Parce que je trouve qu'on est toujours dans la critique. Tous, nous citoyens, je parle, on critique, on parle toujours de ce qui ne va pas, et on ne voit pas ce qui est là, ce qui est beau, ce qui appartient à notre histoire, à notre culture, et on ne sait pas forcément le vendre. Et donc, à travers l'initiative des pupitres d'Artissimo, alors notamment cette année, ça s'appelait Alger, histoire de lieu, histoire de vie, on a initié une série de rencontres où on a abordé des thématiques plutôt sociétales, pas nécessairement culturelles, mais dans lesquelles on
on parle de notre patrimoine d'Alger, de ses musées, de ses palais, de ses lieux, de ses rues, voilà. Et on a abordé des sujets donc liés justement aux lieux culturels, à certains événements tels que le panafricain, le festival panafricain qui a eu lieu, de cette émulation qu'il y a eu à Alger, la rue de Chmourad, du côté du Square Port Saïd. Et donc tout ça, ça nous fait visiter un peu notre ville. On a parlé de sujets de l'amour à Alger, les grandes histoires d'amour, de l'intimité, que l'on vive à la Casbah ou que l'on vive dans des constructions haussmanniennes ou dans les nouveaux quartiers comme Del Ibrahim ou le Hamis. Comment est-ce que l'intimité au sein des familles se vit? Il y a eu beaucoup de sujets. On a parlé de spiritualité aussi. Et donc ces sujets-là qui touchent monsieur et madame tout le monde, eh ben, on les a abordés, mais en parlant de notre ville, donc d'Alger et de sa richesse. Avec des parcours culturels et des visites. Alors, pour cette partie de la conférence, je vais revenir sur l'aspect économique. Donc, notre modèle là-dessus, parce que nous, ces conférences-là, elles ont un but. Enfin, le but, c'est qu'elles puissent être ouvertes au grand public et donc gratuites. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas encore en Algérie la culture de payer pour des conférences. Donc, on fait appel à des mécènes, à des. On confond toujours sponsoring et mécénat. La différence, elle est simple. Le sponsor va demander une visibilité sur l'événement. Voilà. Alors il faut que celui qui fait l'événement lui restitue un minimum de visibilité de sa marque liée à cet événement. Voilà. Dans le cas du mécénat, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Et donc, il y a toute une nouvelle culture à mettre à vulgariser auprès des entreprises pour justement accepter d'être mécène pour ce type d'initiative. On en a eu quelques-uns, ce qui nous a permis de faire cette série de conférences, mais c'est aussi un monde, le monde de l'entreprise est encore très peu, je pense, conscient de on va dire de l'importance de soutenir ce type d'initiative. Mais nous, c'est un peu dans ça qu'on se lance. Alors aussi. Ça, c'est une échelle d'événements. Est-ce qu'on ne peut pas penser à des événements d'une échelle un peu plus grande, qui sortent des murs d'Artissimo et qui va peut-être en fusion avec d'autres acteurs apporter l'expertise on va dire, du contenu artistique que vous détenez à Artissimo pour croiser avec d'autres initiatives, d'autres acteurs à une échelle un peu plus grande? Alors aujourd'hui, moi je reste quand même un peu terre à terre parce qu'après tout ça, les mettre en lien qui, quoi, comment, c'est souvent compliqué, bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais exemple de ce que l'on propose aujourd'hui aux institutions, notamment aux organisations internationales et aux entreprises, c'est certains produits, les parcours culturels. Pour une entreprise doit être performante, tout le monde le sait. Pour être performante, notamment, il faut que les cadres se sentent bien. Et donc on propose certains produits, si on peut appeler ça de manière, des team building, bien entendu, des rencontres parents-enfants au sein de l'entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, les parents, les cadres sont avant tout des parents. Ils ne voient pas leurs enfants toute la journée. Leurs enfants ne savent pas où leurs parents travaillent. Et donc, nous, on propose ce qu'on appelle le Art Family Day, où on invite les enfants des collaborateurs à venir visiter. Alors, donc, ça, c'est un programme qui est. Ça doit pas être dans des boîtes de com. Dans les boîtes de com, les gens, en général, ils sont très jeunes, ils n'ont pas encore d'enfants. Pas du tout. Oui, c'est vrai. Mais dans une usine ou une multinationale, ils ont 2000 ou 3000 employés, et ce sont ces 2000 et 3000 employés qui travaillent et dont les enfants ne savent pas forcément ce que leurs parents font. Donc ça crée du lien social, ça crée du lien, et de la cohésion dans le groupe, et en même temps, ça nous permet un peu de valoriser la pratique artistique. Donc je vous ai parlé des parcours culturels où on propose aux employés et aux enfants des employés de visiter à Alger, mais avec des programmes d'éducation artistique, etc. On a fait, par exemple, cette année avec une organisation internationale, une résidence artistique dont l'objectif, alors c'était plutôt une résidence qui avait un objectif d'égalité de travailler sur la thématique de l'égalité homme-femme. Donc la même chose, ça a pu être, on va dire, pris en charge par une organisation internationale. Et donc c'est ces choses-là que nous essayons de mettre en place. Et dans le monde de l'entreprise, justement,
justement pour améliorer les relations entre collaborateurs, vous savez, les gestions de crise, de stress, les difficultés, voilà, pas les difficultés, mais par exemple les notions de leadership, de management de projet, etc., nécessitent une certaine cohésion. Et à travers des produits comme ça de pratiques artistiques, eh ben nous on essaye de diffuser convaincre. du liant. Exactement, voilà. Et ça donne la pêche en fait, et c'est très très valorisant pour les personnes et donc pour le groupe. On arrive vers la fin de cet très agréable entretien, Zafia Rawalsi Baba. J'ai appris, très surpris d'apprendre au début de cette émission, enfin au début en aparté, que vous étiez avocate de formation. Ouais. Est-ce que l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat culturel en particulier butent sur, on va dire, une problématique de protection des droits artistiques, des droits intellectuels? Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'on prend un risque quand on se lance dans ces métiers-là de voir des créations qui peuvent être... Dans la musique, on sait que c'est le cas. Beaucoup. Oui, c'est le dans cas. Le cas, dans la musique, c'est le cas. Dans la peinture, dans les arts graphiques, ça l'est moins. Dans la peinture, ça l'est un peu moins parce qu'il y a quand même une protection qui existe. Mais vous savez, souvent, les gens n'ont pas aussi le réflexe d'aller protéger. leur. Mais aujourd'hui, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut qu'il y ait d'abord de la créativité avant qu'on la protège. Ouais. Et il n'y en a pas suffisamment. C'est ce que je dis. C'est voilà. Ce que je dis. Je veux juste une parenthèse aux gendarmes qu'on croise dans les colloques qui nous parlent de la cybercriminalité, de l'obligation de faire très attention. En Algérie, on n'a pas encore créé un espace national numérique, on ne produit pas assez de contenus digitaux algériens et on pose toujours le problème de la sécurité avant. Bien sûr qu'il faut l'avoir, ce problème de la sécurité, mais la problématique, c'est d'abord de créer du contenu. Du contenu, absolument. Et là-dessus, s'il devait y avoir une priorité, à mon sens, c'est véritablement d'encourager ces initiatives, de faire en sorte que les jeunes puissent, même si c'est pas bon, même si c'est pas de la bonne qualité, mais à un moment donné, ça sert à rien de bloquer les gens avec des agréments, des papiers, etc. Parce qu'après, on n'a rien, on a le néant. Alors que si vous permettez, surtout que en l'occurrence, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de danger. C'est pas comme permettre à un jeune de vouloir pratiquer de la médecine. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc il faut remettre les choses à leur juste mesure. Et donc c'est on va dire le marché, le public, les clients, le consommateur final qui va choisir, qui va dire tel artiste est bon, telle création est bonne, etc. Mais il faut laisser il faut vraiment encourager, pas laisser faire. Il faut encourager les initiatives, vraiment les pousser et leur donner de la visibilité, valoriser tout ça. Et là-dessus, tout le monde doit vraiment jouer le jeu. Le grand public, les institutions, les médias aussi. On parle des médias, très souvent, quand on invite la presse, ça ne les intéresse pas. Alors, je ne sais pas si nos petits fours ne sont pas suffisamment... Il y a très peu de rubriques culturelles aujourd'hui dans les journées. Ils ne viennent pas, je ne sais pas, ça ne les intéresse pas. Et donc, forcément, ça veut dire qu'en fait, le secteur n'est pas un enjeu, n'est pas important aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que la pratique artistique et la créativité aujourd'hui sont des valeurs, des vecteurs de développement économique. Si on doit parler de manière barbare, comme le monde fonctionne aujourd'hui, mais ça a aussi un impact sur la société extrêmement positif, dont toutes les études, on en fait la démonstration. Ça parle à l'âme. Ça parle à l'âme. Merci beaucoup. Merci Zafia Rawalsi Baba d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie.